peux commencer? Oui, oui. Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditoires. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir été invitée à une manifestation plus qu'intéressante parce qu'elle nous permet de présenter un ouvrage écrit par Mohamed Nabil Moulin, un ouvrage en langue arabe qui s'appelle Fikrat Dostor fil Maghreb, Watha'iq wa Nusus. Donc l'idée constitutionnelle, il y a un petit problème de son. Vous m'entendez pas très bien. En fait, Mohamed Nabil Moulin nous apporte un témoignage intéressant puisque nous avons devant les yeux un ouvrage qui s'appelle L'idée de constitution au Maroc, document et texte entre 1901 et 2011. Je crois qu'il est intéressant de vous dire quelques mots sur le parcours de Mohamed Nabil Moulin. Donc, il co-dirige un séminaire sur les pratiques de l'islam. Il est l'auteur d'un ouvrage important qui s'appelle Le califat imaginaire d'Ahmed al-Mansour, Pouvoir et diplomatie au Maroc, édité chez PUF. Ensuite, un autre ouvrage, Les clercs de l'islam, autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite. Le califat, histoire politique de l'islam, chez Flammarion. Et puis aujourd'hui, l'idée de la constitution au Maroc. Donc je crois que c'est un ouvrage qui mérite d'être lu parce qu'il a l'intérêt et l'avantage de prendre le lecteur par la main et de le promener dans l'histoire constitutionnelle du Maroc depuis 1901 jusqu'à 2011. Des fois, c'était des chartes, des fois, c'était des manifestes, des fois, c'était des constitutions, des fois, c'était des lois fondamentales. En tout cas, à chaque fois que les nationalistes, le pouvoir politique, se sont intéressés à l'idée de constitution, il y a eu des documents. Donc, la plupart des personnes pensent que l'histoire constitutionnelle au Maroc a commencé en 1962. Or, dès 1901, déjà l'idée constitutionnelle avait émergé dans la société marocaine et chez les penseurs et les politiques, etc. Je vais lui donner la parole sans plus tarder. Je voudrais juste, peut-être, on ne nous entend pas très bien. Hein. Vous nous entendez? Je voudrais juste, avant de lui donner la parole, me permettre de vous faire un petit témoignage très rapide sur la notion de constitution, c'est quoi? Et deuxièmement, comment on élabore les constitutions? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans les constitutions? Pour voir, est-ce qu'il y a, depuis 1901 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution ou bien est-ce que c'est la même chose? Bon, si c'est tout à fait la même chose, ça serait quand même un peu alarmant. Mais, alors, d'abord, premièrement, l'idée de constitution ou de constitutionnalisme. Très rapidement, l'idée de constitution, c'est encadrer le pouvoir politique pour mettre fin à l'arbitraire et mettre fin au despotisme et pour partager le pouvoir et mettre en place les idées de responsabilité et de redevabilité. C'est ça l'idée de qu'est-ce qu'une constitution. Évidemment, les droits et les libertés. Comment on élabore la constitution? On se rend compte qu'au départ, ça pouvait être soit le chef de l'État tout seul, entouré de conseillers ou entouré d'experts, des juristes français. Dans les années 72, consultation officieuse de l'opposition. Dans les années 92-96, consultation officielle de l'opposition. Et en 2011, démarche participationniste et inclusive avec la commission consultative sur la révision de la Constitution et le mécanisme politique. Donc au niveau du process d'élaboration de la Constitution, nous sommes passés d'une procédure quasiment autoritaire et solitaire à une démarche beaucoup plus ouverte vers les partis politiques et l'opposition. Dernier point, est-ce qu'au niveau du contenu de la Constitution, il y a eu des évolutions très importantes?
quand on lit les mots de Kirat de Ben Saïd, ou bien de Zneber, de celles qui ont eu lieu en 1901 et 1906, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Maroc, évidemment, il utilise dans sa constitution les techniques les plus modernes du constitutionnalisme. Mais au niveau de la logique du pouvoir, c'était la même chose. Déjà en 1901, il y avait l'importance du chef de l'État. Déjà en 1901, il y avait l'importance du facteur religieux. Déjà en 1901, on parlait du poids des ulama, de la bonne moralité, d'une gestion transparente, etc. Juste pour dire que de 1901 jusqu'à aujourd'hui, soit ils étaient en avance en 1901, parce qu'ils pensaient déjà comment défendre le territoire, comment gérer la monnaie, ils parlaient même de la douane, ils parlaient de comment protéger les citoyens, la place des ulama. En 1901, tout était dit à ce niveau. Alors soit en 1901, ils étaient déjà en avance, soit aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement fondamental par rapport à ça? Et c'est là que je pense que pas le lecteur, mais l'écrivain que vous êtes aura des choses à partager avec le public. Donc, cher auditoire, c'est encore aujourd'hui un grand plaisir que d'avoir un écrivain de cette envergure. Et je le félicite encore parce que ça, c'est un début de travail. Ça, c'est le recueil de tous les ouvrages qui ont trait à la Constitution. Maintenant, le deuxième travail, je suis sûre que vous y pensez déjà, c'est d'analyser tout ce qui a été fait en 1901, en 1901-2 mémorandum, 1906, 1908, 1912, etc., pour voir à chaque fois quelles étaient les préoccupations des constituants. Et pour voir est-ce qu'il n'y a pas un fil conducteur. En tout cas, de 1901 jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la constitution matérielle qui reste vraiment solide, c'est-à-dire la place de l'islam et le chef de l'État qui domine l'échiquier politique. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas eu de grands changements. Merci, je donne la parole à Nabil Moulim. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie le CNDH pour cette invitation, merci Madame Bernoncet pour cette introduction. En fait, l'idée de cet ouvrage commence... D'abord, je précise, je ne suis pas juriste, je suis historien. Je travaille sur les processus de légitimation des monarchies arabes, notamment le Maroc et la péninsule arabique. Et mes recherches sur les modes de légitimation m'ont amené, bien sûr, à travailler sur la question constitutionnelle qui devient très importante dans le monde musulman à partir de la seconde moitié du 19e siècle, dans l'espace ottoman, puis dans le reste du monde. Et depuis que je m'intéresse à cette question au niveau du Maroc, j'ai été frappé par l'absence de sources sur cette question fondamentale et notamment sur la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Alors je me suis dit que la première chose à faire, c'était d'aller à la chasse aux textes, aux sources, pour voir s'il y a ou il n'y a pas d'histoire constitutionnelle au Maroc avant 1962, parce que dans les manuels, dans les écrits concernant la Constitution généralement, on commence par le projet de Constitution de 1908, et on saute directement jusqu'à 62. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait des projets avant 1908 et après 1908 et qu'il y avait un certain nombre de documents qui étaient soit peu connus, soit inconnus. Alors, j'ai essayé d'écumer les bibliothèques ici au Maroc et à l'étranger à la recherche de textes. Et j'ai pu en recueillir un certain nombre, plus des textes connus à partir de 1962. J'ai pu recueillir une dizaine de textes peu connus, voire inédits, qui reflètent en quelque sorte la trajectoire de l'histoire constitutionnelle du Maroc, qui reste très attachée et très influencée, notamment à partir du début du XXe siècle, par ce qui se passait en Orient. On peut globalement diviser la première histoire constitutionnelle du Maroc. Je parlerai plus de la première moitié du XXe siècle. On pourra parler par la suite de la seconde moitié du XXe siècle de cette histoire. Il y a trois étapes fondamentales. La première étape, entre 1901 et 1912, c'est la période
de la chute. C'est la période pré-protectorat où un certain nombre d'intellectuels et d'hommes politiques de l'empire chérifien, ça s'appelait pas encore le Maroc, essayaient de trouver un certain nombre de solutions pour échapper à l'emprise des Occidentaux. Et on a beau essayer de réformer par secteur, il fallait passer en définitive par la question politique qui a été occultée tout au long du XIXe siècle. Un certain nombre d'intellectuels ont posé la question, pouvait-on réformer l'empire chérifien sans passer par la question politique? Et la question politique renvoie elle-même à la question constitutionnelle. Un simple constat qui a commencé dans l'Empire ottoman puis qui a contaminé le reste du monde musulman. Les Européens ont pu en grande partie progresser parce qu'ils ont pu créer un gouvernement limité, créer ce qu'on va appeler philosophiquement le pacte social qui reflétait d'un point de vue juridique par la Constitution. Et c'est le point de départ de la réflexion autour de la Constitution en tant qu'outil juridique qui limite les pouvoirs des gouvernants et qui donne un cadre légal rationnel à l'organisation étatique, quelles que soient les directions prises, qu'elles soient autoritaires, libérales ou autres. Et c'est dans ce cadre-là que les premiers textes marocains vont commencer à émerger dès 1901. Le premier texte, c'est un mémorandum adressé au sultan Abdelaziz en 1901 par un politicien et un intellectuel de Salé, Mohamed Ben Saïd, ce texte qui est constitué de 18 points est la première tentative de rationalisation de l'empire chérifien. Le constat est clair, le Maroc est en déperdition, il est en proie aux appétits des puissances occidentales et il faut le sauver. Comment? Il faut tout d'abord connaître le pays en faisant une entreprise physiocratique, c'est-à-dire connaître la population, connaître les territoires pour mieux les gérer. Deuxièmement, créer un certain nombre d'institutions, et c'est là quelque chose d'inédit dans l'histoire du Maroc, créer des conseils municipaux élus qui ont le pouvoir de gérer les localités tout en contrôlant le pouvoir des amel, des bachas et des qaïds. Il faut également créer des écoles, créer des administrations, payer les fonctionnaires, ce qui n'était pas encore le cas. La plupart des Oumana, des Qiyad et des Umal n'étaient pas payés. Ils se servaient directement de Beit el-Mal, ce qui faisait une confusion entre le public et le privé, ce qui est le propre de l'État patrimonial. Mais la démarche de Mohamed Ben Saïd reste très, Abdullah Ben Mohamed Ben Saïd, pardon, reste très traditionnaliste et très respectueuse de la tradition. D'une part, on ne touche pas au pouvoir central. Le sultan est considéré toujours comme un chef absolu élu de Dieu et il ne s'agit que de mettre en place un État plus légal, rationnel pour gérer cette catastrophe. Quelques années plus tard, 1906, la conférence d'Al Jazeera qui met fin de facto à l'indépendance du Maroc. Et là encore, un certain nombre d'intellectuels vont s'insurger contre l'état de fait et vont essayer de sauver ce qui reste de l'empire chérifien, et notamment en proposant des solutions politiques. Il va y avoir deux textes constitutionnels au sens large du terme. Un texte de Abdelkarim Mourad Traboulsi, un citoyen ottoman qui était au service du sultan Abdelaziz depuis quelques années. C'est un intellectuel réformiste qui va adopter une démarche très traditionnaliste en se basant sur une réforme de l'islam et un retour aux sources, etc. Mais la démarche la plus originale reste celle de Ali Znebar Slaoui, encore un homme politique, un intellectuel de Salé, qui a longtemps résidé en Orient, pendant une trentaine d'années, et qui a été très influencé par le mouvement de la Nahda et par le mouvement constitutionnel dans l'Empire ottoman et en Perse. Lui va proposer dans un texte intitulé Hifd al-Istiqlal, la protection de l'indépendance, une véritable refonte de l'État chérifien. Et c'est le premier texte, à ma connaissance, le premier texte local qui parle en des termes clairs et modernes de nation marocaine, d'État marocain,
et d'éléments d'identité marocaine en utilisant une terminologie moderne. La terminologie de l'État, la terminologie de l'identité, du lien national, du drapeau. Par exemple, on utilise le drapeau rouge comme symbole national. Mais le plus important, c'est que Ali Znebr est le premier à proposer la mise en place d'une assemblée constituante. Il dit que les intellectuels, les modernistes de la nation doivent être élus, se réunir pour refonder la nation marocaine, l'État marocain, et créer un système légal rationnel moderne qui tranche avec le système traditionnel. Parce que le texte très original, très important, dit qu'il y a deux dangers qui guettent l'empire chérifien. Le premier est clair, c'est les appétits européens, mais le second, qui n'est pas clair et qui est le plus important à ses yeux, c'est ce qu'il appelle l'occupation interne, le despotisme, l'autoritarisme. Il est là influencé par les textes d'Abdelrahman el-Kawakibi et il appelle de toutes ses forces à combattre l'autoritarisme en créant un système légal rationnel où le pouvoir du souverain est véritablement contrôlé. D'accord. Je voudrais juste dire que l'interprétation arabe-français simultanée existe pour ceux qui la demandent. Un autre, bien sûr, le texte de Ali Znebr et de Abdelkarim Mourad n'auront aucun impact sur le souverain qui veut protéger son pouvoir absolu. Et ils vont être absolument marginalisés, écartés, leur auteur ostracisé par les élites et par une partie de la population. Mais ça n'empêche que l'empire chérifien continue sa chute et l'occupation effective des territoires de l'empire chérifien commence en 1907 par l'occupation de Oujda et de Casablanca. Il va y avoir un mouvement qu'on appelle le mouvement Hafidi, le Haraka al-Hafidiyya, c'est-à-dire le khalifa de la région de Marrakech, le prince Abdelhafid, qui va renverser son frère, qui va arriver au pouvoir. Et à ce moment-là, il va y avoir un enthousiasme autour de ce personnage. Il va y avoir deux propositions très importantes. La première, c'est un texte de Bay'a qui va être plus ou moins en rupture avec les textes traditionnels de Bay'a. La Bay'a, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas un pacte, n'est pas un contrat, c'est plutôt un acte unilatéral de mise sous tutelle. Les fuqaha, depuis le XIe siècle, ne parlent plus de aqd, mais parlent de in'iqad. C'est une mise sous tutelle où le gouvernant a tous les droits et le gouverné n'a aucun droit. Il n'y a que l'obéissance absolue qui compte. En 1908, la plupart des textes de Bay'a qui affluent vers Marrakech et Fès sont du type traditionnel. Mais un seul texte va créer l'événement, c'est le texte des oulémas de Fès, sous l'instigation par un ouléma très influencé également par son séjour en Orient. Il s'agit de Mohammed bin Abdelkbir al-Ktani, le chef de la confrérie Ktaniya, qui va influencer le Cheikh al-Mawaz, qui était le plus grand alim de Fès à l'époque, pour écrire un texte qui mélange traditionnalisme et modernité. Alors que le début du texte est très traditionnel, parle de califat, parle de théologie politique, parle d'ombre de Dieu sur terre, de pouvoir absolu. La deuxième partie du texte est très intéressante parce qu'elle parle pour la première fois de conditions. Le sultan n'a pas un chèque à blanc pour agir. Il doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir être légitime, combattre bien sûr les ennemis de Dieu, abolir les taxes non islamiques, changer son entourage, etc., etc. C'est la première fois où on parle quasiment de souveraineté populaire dans un texte traditionnel, parce que le texte affirme haut et fort que les dispositions de la conférence d'Al-Jaziras ont été acceptées sans revenir à la nation marocaine. Terme inédit, Umma et Maghribiya, dans un texte traditionnel, c'est quelque chose de nouveau. Bien sûr, le sultan Abdelhafid va
rejeter ce texte. Il va même profiter de la première occasion pour faire assassiner son instigateur, Mohamed Ben Abdelkbir, va faire une entrée au palais et n'en sortira plus jamais. La même année, dans cet même enthousiasme, il va y avoir une deuxième proposition, et cette fois un projet de constitution qui va être le projet le plus abouti du premier XXe siècle. C'est le projet qu'on appelle le projet de l'Issa al-Maghrib. On ne connaît pas les auteurs exacts du texte. Certains disent que c'est des nationalistes, notamment Abdelkarim Ghellab, mais il est probable que ce soit deux journalistes libanais, les frères Namour, qui étaient à la tête de ce journal. En tout cas, le texte n'est pas très original en soi parce qu'il est d'inspiration ottomane. Le texte mélange à la fois une partie de la constitution belge et une partie de la constitution prussienne. Autoritarisme et libéralisme moulinés dans le cadre ottoman, c'est-à-dire une prééminence pour la personne du sultan calife qui est considéré comme l'imam, c'est-à-dire le guide inspiré, comme le détenteur exclusif de la baraka, vu qu'il est le vicaire de Dieu sur terre. Mais à côté de ce pouvoir absolu, on va essayer de le tempérer par la création d'un certain nombre d'instances législatives comme les deux chambres d'un parlement élu et nommé pour plus d'homogénéité. Mais ce texte reste assez flou sur un certain nombre de questions, la question de l'identité, la question de la souveraineté, la question de l'appartenance. Par exemple, le texte parle de la légalité entre tous les citoyens de l'Empire chérifien, c'est-à-dire les juifs et les musulmans, mais dans l'article suivant, il dit que les postes civils et militaires sont réservés exclusivement aux musulmans, que le vote est exclusivement réservé aux musulmans, etc., etc. Mais ce texte reste incomplet. Il est constitué de 93 articles, mais le reste des articles n'a jamais été publié, vu que les propriétaires de l'Isan al-Maghrib ont été chassés de l'Empire chérifien par le sultan Abd al-Hafid, qui voulait renouer très rapidement avec la tradition familiale, c'est-à-dire un pouvoir patrimonial et autoritaire. Bien sûr, quelques textes vont encore être produits entre 1908 et 1912, mais la plupart en faveur du despotisme et ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire le mélange entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel du sultan. Ces textes, et notamment celui d'un certain Mohamed Ben Amin Turki, vont dans le sens d'un certain nombre d'auteurs ottomans comme Aboul Huda Sayyadi, qui disent que l'autoritarisme est congénital à l'islam et qu'il faut le préserver, et que le calife, en tant que vicaire de Dieu sur terre, doit avoir tous les pouvoirs pour préserver l'unité de l'islam. Et vu que le territoire de l'Empire chérifien est le dernier territoire musulman indépendant, il faut préserver cette spécificité. Mais bien sûr, comme vous le savez, aucun de ces textes ne sera de secours à l'Empire chérifien, qui va être occupé par la France et par l'Espagne officiellement en 1912. Et là encore, pour légitimer sa présence au Maroc, la France va obliger le sultan Moulay Hafid à signer les accords de Fès. L'accord de Fès peut être considéré comme un texte constitutionnel. Et non seulement un texte constitutionnel, mais le texte juridique qui a régi le plus longtemps le royaume du Maroc depuis le début du XXe siècle. 46 ans, c'est le texte non seulement qui a régi le plus, mais qui a été au fondement de l'État marocain durant la seconde moitié du XXe siècle. Parce que ce texte-là va légitimer juridiquement la constitution de ce qu'on appelle en sciences politiques l'État sédimental ou l'État patrimonial. Parce que l'État français va instaurer une double structure étatique, une structure traditionnelle, ce qu'ils vont appeler le néo-Makhzen, le sultan, ses vizirs, ses qaïds, etc., et superposée par une structure moderne, l'État français pour assurer un maximum d'efficacité et de cohérence à la gestion
et à la mise à profit des ressources de l'Empire. S'ouvre une nouvelle étape qui va de 1912 à 1956, bien sûr, qui est caractérisée par l'émergence des nationalismes au Maroc. Pour être bref, les nationalistes vont aller, d'un point de vue de la pensée constitutionnelle, si j'ose schématiser, dans plusieurs directions. Je les résumerai ainsi. La première direction est la direction libérale, adoptée d'une part par Haraka al-Qawmiya, qui va se transformer plus tard en Hizb Shura al-Istiqlal, le PDI, et Jabhat al-Islah, qui est le consortium des partis de la zone espagnole, dirigé par Mkin Naseri et Abdelkhalq Torres. Ces deux partis-là vont être les fers de lance des revendications libérales dès les années 30. Et cela va se concrétiser dans les années 40 et les années 50 par des propositions constitutionnelles en bonne et due forme. Et là, ces propositions, notamment la proposition de 1947 de l'Haraka al-Qawmiya et la proposition de 1954 du Front National, sont des propositions à la fois sécularistes, on demande une certaine séparation du politique et du religieux, des propositions libérales et démocratiques. C'est-à-dire que les deux revendications se basent sur le slogan qui deviendra célèbre durant la seconde moitié du XXe siècle, le roi doit régner mais pas gouverner. On doit mettre en place une assemblée constituante élue par le suffrage universel direct qui allait décider de mettre en place une constitution, des institutions représentatives et d'un gouvernement représentatif qui va avoir, en tant que représentant de la souveraineté populaire, quelque chose de fondamental de la démocratie libérale, qui va avoir à gérer les affaires non seulement quotidiennes, mais stratégiques de la nation. Le souverain n'aura plus qu'à représenter l'ancienneté et la continuité de l'entité chérifienne. Le deuxième courant important est le courant autoritariste. C'est le courant représenté par Hizb al-Istiqlal. Hizb al-Istiqlal a, depuis son émergence officielle en 1944, a toujours été très discret quant à ses projets à venir. Mais en revenant sur les écrits de ses principaux leaders, on peut voir que la tendance lourde, à l'exception presque d'un certain nombre d'écrits de Al-Fazi, était vers l'autoritarisme, vers le gouvernement du parti unique. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des discussions, notamment en 1947 et 1954, sur la nature de l'État marocain après l'indépendance, les cadres du parti d'Istiqlal ont tout fait pour saboter le débat. Et toujours faire des propositions très très vagues, notamment dans le manifeste de l'indépendance, où il parle de Nidam Shouri. Ça veut absolument rien dire, vu que la plupart des États du Mashriq étaient sous occupation ou sous protectorat, et que les systèmes plus ou moins indépendants étaient semi-autoritaires, et que les systèmes franchement indépendants, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, étaient des systèmes autoritaires. La troisième tendance, qui est la moins connue, parce que je l'ignorais moi-même jusqu'au début de la recherche, c'est la tendance islamiste. L'islamisme au Maroc n'émerge pas, comme on le sait, dans les années 60, il émerge dans les années 40. Et justement au sein de la famille Ktani. En fait, c'est Mohamed El-Montasser Bilal Ktani qui va fonder un parti très peu connu qui s'appelle le parti du Khalifa, Hizb al-Khilafa, en 1942. Et qui va revendiquer la réunification de l'Oumma sous l'égide du sultan du Maroc en tant que calife. Et en 1945, il va faire une proposition de constitution en bonne et due forme
introduite par un texte philosophique intitulé Fitiyat Tariq wa Abdelrahman al-Ghafiqi. Les jeunes de Tariq, le conquérant du Maghreb, et Abdelrahman al-Ghafiqi, le général qui a conduit la bataille de Poitiers dans la mythologie arabo-musulmane. Et Mohamed al-Muntasir Billah al-Ktani était très influencé par les pionniers de l'islamisme, notamment Hassan el-Banna, Abd al-Qadir Ouda et Abou al-A'la al-Mawdoudi. Et dans cette introduction, il va reproduire l'idéologie, la quintessence de l'idéologie islamiste. Il va dire que Dieu va élire une petite élite, une sorte d'avant-garde qui va reconstituer une nouvelle Médine au nord du Maroc, puis va aller à la conquête du Maroc, va libérer le pays, puis à partir du Maroc, elle va réunifier le Maghreb indépendant, puis rejoindre la Ligue des États arabes, constituée en 1947, avant de reconstituer l'unité de l'Oumma sous l'égide du calife. Et dans la deuxième partie de son écrit, il propose un projet de constitution islamique. L'objectif, c'est d'arabiser et d'islamiser les territoires de l'Empire chérifien et de créer un modèle d'État islamique qui va servir de modèle aux autres États islamiques dans l'optique de Hassan el-Banna, de Abd al-Qadir Ouda et de Abou al-A'la al-Mawdoudi. La quatrième et la dernière tendance, c'est la tendance makhzanienne elle-même, qui, en fait, selon les circonstances, entre les années 30 et les années 50, année de l'indépendance, va jongler sur tous ces registres et va changer d'alliance au gré des circonstances, notamment en adoptant très tardivement le nationalisme. Contrairement à une idée reçue, le sultan Mohammed Ben Youssef ne devient nationaliste qu'en 1947. Par exemple, les sultans, Moulay Youssef puis Mohammed Ben Youssef, ne reconnaissaient pas le drapeau rouge avec le pentagramme vert adopté par les nationalistes dès les années 30 jusqu'en 1947. C'est pour la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois en 1947 qu'on adopte la revendication officielle de l'indépendance et la création d'un certain nombre d'institutions. Mais on va toujours jongler entre libéralisme, islamisme, traditionnalisme et autoritarisme. On va finir par s'allier définitivement avec Hizb al-Istiqlal parce que c'était le parti qui était le plus présent sur le terrain et qui allait, à partir du début des années 1950, et quasi monopoliser le champ politique marocain. Les autres partis qui avaient de véritables projets de société, contrairement à Hizb al-Istiqlal, sont généralement des partis de cadres qui vont être très rapidement marginalisés puis persécutés à partir de 1956. En 1956 vient le moment fatidique. Le pays accède à l'indépendance, mais aucun des belligérants n'est prêt en fait à gouverner. Il va y avoir entre 1956 et 1958, grosso modo, une situation révolutionnaire, c'est-à-dire une contradiction d'intérêts entre les principaux acteurs du champ politique marocain, en l'occurrence les alliés d'hier, la monarchie et le parti l'Istiqlal. Et une partie de la lutte va se faire autour de la question de la Constitution et la question fondamentale de la souveraineté. Qui est souverain? Est-ce que c'est le peuple représenté par le parti l'Istiqlal ou l'une de ses ailes, soit l'aile conservatrice qui va suivre par la suite El-Fassi ou l'aile gauchiste qui va suivre Mehdi Ben Barka et créer l'UNFP et ses autres compagnons? Et cette question de la souveraineté va être débattue et va être au centre des luttes durant ces deux années. La revendication principale d'une partie des nationalistes va être la mise en place d'une constituante. Mohamed V va contourner en créant un conseil national consultatif, mais c'est dans le champ politique que les choses vont se jouer, et notamment à travers la mise en place d'une stratégie que j'ai appelée dans un de mes articles la formule magique, la déclaration d'un certain nombre de rébellions dans des communes rurales, à commencer par Tafilant en 1958, en passant par Ouelmas en 1958 et surtout le soulèvement du Rif en 1958 également, ce qui va permettre à la monarchie de contrôler définitivement le champ politique marocain, ce qui va être exprimé la même année par deux textes fondamentaux, le Dahir des libertés et surtout la charte royale qui va exprimer clairement que le sultan est
le sultan incarne, est seul à incarner la souveraineté nationale. Et par conséquent, il est la source de tous les pouvoirs et toutes les autres institutions vont tourner désormais autour de lui. Le peuple, ses représentants vont être écartés. Et ces choses-là vont être bien sûr concrétisées, constitutionnalisées définitivement par la loi fondamentale de 61, puis par les différentes constitutions à partir de 1962. Je vous remercie. Oui, merci professeur Moline pour ce long historique très intéressant sur l'idée de constitution au Maroc. Je suis sûre que ça va donner au public envie d'intervenir sur ces différentes questions. Moi, je reste interpellée par 2 ou 3 éléments. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais à chaque fois qu'il y a un contexte international ou régional violent, ça se répercute sur l'exigence de la révision de la Constitution. À chaque fois qu'il y a des appétits très importants et des convoitises par rapport à un État, l'État révise sa Constitution. Donc cette dialectique de contexte économique, international ou régional est extrêmement liée à un impact sur le fait de réinterroger la question constitutionnelle. Donc la question constitutionnelle n'est pas une question neutre ou abstraite ou technique et froide. Elle répond à un environnement interne et à un environnement international. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième, professeur Moline, qui me semble aussi important, c'est que quand on regarde ces différentes constitutions et projets de 1901 jusqu'à aujourd'hui, il y a des constantes. On retrouve des constantes. Et ces constantes, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais on retrouve l'idée nationaliste et de défense. Il faut qu'on mette à l'extérieur les chrétiens qui veulent rentrer chez nous, prendre nos biens et enlever notre identité. Donc la question, parmi ces constantes, la question aujourd'hui qu'on va appeler indépendance, autonomie, etc., au départ c'était nationalisme. La deuxième constante, c'est le poids de l'islam depuis 1901 jusqu'à aujourd'hui. Et la troisième constante qui m'a paru aussi intéressante, quand je lisais le mémorandum de 1901-1906, j'avais l'impression qu'on parlait d'aujourd'hui. Il y avait écrit, si on veut garder l'indépendance et si on veut avoir une bonne économie, il faut avoir une meilleure gestion et surtout, il faut moderniser ces institutions politiques. C'est quelque chose qui a été écrit en 1901. En 1901, si le Maroc, l'Empire chérifien à l'époque, s'il veut être assez fort et ne pas céder aux différentes convoitises, il faut une meilleure gestion, une meilleure moralité, une meilleure gouvernance et puis une réforme des institutions. C'est les 2 points que je voulais partager avec vous. Et le troisième, je pense que vous l'avez dit avec intérêt, c'est que la question de l'élaboration de la Constitution, ce n'est pas une question technique, c'est une question fondamentalement politique, parce que celui ou celle qui va élaborer la Constitution, c'est celui qui va détenir la souveraineté. 4e et dernier point, j'ai beaucoup aimé votre appel sur votre mention sur le discours de Tanger. J'aurais voulu seulement ajouter que c'est la première fois que la monarchie se nationalise, mais c'est aussi la première fois que la monarchie demande à sa fille d'enlever le voile. Donc cette question me semble aussi importante de faire la jonction entre l'indépendance, pour la première fois, soutenue par la monarchie, et en même temps, le fait de demander à sa fille de se dévoiler. Alors je pense que la question de modernité est liée aussi à la question du nationalisme. Merci beaucoup pour ces points. Je suis tout à fait d'accord. Pardon, il marche. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le premier point. C'est quelque chose de très important
le contexte des propositions et des changements constitutionnels depuis le début du XXe siècle dépendent de deux facteurs. Il y a le facteur externe que vous venez de soulever, qui est très important, qui est fondamental. On peut aller du début du XXe siècle jusqu'au début du XXIe et les événements le montrent très bien. Au début du XXe siècle, c'est le début de l'occupation étrangère, c'est un danger étranger. Puis les années 40-50, c'est le changement, c'est le recul de l'impérialisme traditionnel et le recouvrement des indépendances. C'est un événement international, voire universel. Après, dans les années 90, c'est la chute du mur du Berlin et Hassan II n'a plus la protection qu'il avait. 2011, c'est les soulèvements populaires dans la région. Un deuxième facteur très important et qui reflète les rapports de force au sein de la société, c'est que la plupart, une autre partie des réformes constitutionnelles ont été poussées par des frictions à l'intérieur même de la coalition gouvernante. Je m'explique, et surtout c'est dans les années 70. À chaque fois, en 71-72, c'est les deux coups d'État qui oblige Hassan II à changer de cap. Le coup d'État, puis le premier de Srerat, puis le deuxième, qui l'oblige à changer de cap. C'est-à-dire que le rapport de force est en faveur de la coalition gouvernante et seules des frictions à l'intérieur de cette coalition et des circonstances internationales exceptionnelles qui permettent des changements constitutionnels de grande ampleur. Il n'y a jamais eu jusqu'à présent un rapport de force entre la monarchie et une autre force qui émerge de la société qui a permis un changement politique majeur. Et on peut même inscrire ce phénomène dans la longue histoire de l'histoire du Maroc. On vous redonne tout de suite la parole. Moi, je trouve cet échange extrêmement intéressant. Je voudrais juste dire que la position du Maroc par rapport aux partis politiques, notamment en 1975, l'ouverture de feu Hassan II par rapport aux partis politiques, ce n'était pas une décision d'amitié ou d'amour pour les partis politiques, c'est tout simplement une stratégie qui fait qu'en 71 et en 72, l'armée sur laquelle il se reposait lui a fait les deux coups d'État. Donc c'est abandonner une des forces politiques dites l'armée muette, neutre, etc., pour les forces politiques. Et un dernier point, puis on donne la parole à la salle. Je ne sais pas si c'est dans le mémorandum de Znebar ou bien de Sibn Saïd, mais j'ai trouvé très intéressant quand on dit le pouvoir doit se libérer par rapport il doit être indépendant par rapport à l'extérieur, mais il doit être indépendant par rapport aux forces internes aussi. Donc déjà, dans ce mémorandum, on parlait de forces politiques internes qui, comme certaines choses, le verre est dans le fruit. C'est comme s'ils rongeaient eux-mêmes à l'intérieur la puissance ou bien l'intérêt de la Constitution ou de l'État. Peut-être qu'on va donner la parole à la salle. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Donc je remercie énormément M. Nabil Mouline pour cet aperçu historique qui s'est arrêté sur vraiment les points phares et les dates marquantes de l'évolution politique au XXe siècle au niveau du régime politique marocain. Et je voulais rebondir sur ce point-là, vraiment qui fait ce qu'on appelle la particularité, l'exclusivité du régime marocain. C'est cette prééminence dans ce qu'on appelle le régulateur de jeu qui se voit peut-être se mêler par rapport à des contingences politiques dans des périodes différentes comme étant un acteur parmi d'autres. Vous avez bien vu par rapport à la constitution du Maroc, où on voit l'acteur des acteurs vouloir s'emparer de ce jeu d'un simple acteur parmi les institutions marocaines. Mais il est aussi donc évident, il est indéniable par rapport aussi à la légitimité nationale
En contrepartie de ce qu'on appelle la légitimité populaire, il y a cet acteur-là qui se veut quand même s'affirmer comme étant le régulateur, le gardien donc du jeu et l'acteur qui met les règles du jeu. Donc par rapport à cette politique-là, vous avez bien parlé de l'échiquier politique pré-institution, plutôt pré-indépendance. Et je voulais peut-être m'interroger avec vous sur cette question. Par quoi vous pouvez donc expliquer historiquement parlant ce retard-là de 4 ans pour avoir une loi suprême au niveau du Maroc, c'est-à-dire en 62 avec nos amis, nos experts français, Maurice Duverger et Michel Rosset. Donc ça, les révoltes populaires, ce qu'on appelle les tractations qui a eu lieu à Tefilal, à l'Atlas, il a daté du 58, et on a dû attendre jusqu'à 62 pour avoir une loi suprême. Donc 4 ans, historiquement parlant, voilà, quelle analyse peut-on faire par rapport à ce retard-là de 4 ans pour avoir ce qu'on appelle la modernisation? La dernière question, si vous permettez, Madame la Présidente. Que pouvez-vous dire en tant qu'observateur constitutionnaliste, juriste, par rapport au stade d'évolution de l'État marocain? Est-ce on est dans la libéralisation ou la démocratisation au regard de 3 événements majeurs? 2004 avec l'égalité, le débat qui s'ensuit. 99 avec les signes forts de la démocratisation, le retour des exilés, l'ouverture politique, et 2011 avec ce qu'on a pu commercialiser dans la communication politique comme étant la 2e génération des constitutions. Est-ce qu'on fait une démocratisation, libéralisation et revient à la libéralisation, ou on est dans cette linéarité historique? Et que peut-on dire de la situation actuelle? Un retour à l'autoritarisme, un autoritarisme souple, comme disait Ayoub El-Fassi, auquel voilà donc quelle qualification politique peut-on dire à l'actuel Maroc. Voilà, merci. شكرا سيد الرئيسة. في البداية كنشكر المجلس الوطني على هذا الكتاب، تقديم هذا الكتاب في هذا الرواق، في هذا المعرض. وهي مناسبة. الكتاب كان لي شرف نطلع عليه من خلال مجلة تلكيل. اولا اشكرك على المجهود اللي قمت به في جمع هذيك الوثائق، وانا اعرف مدى معاناه لجمع الانسان تلك الوثائق ليس بسهل، خصوصا كاين شي 3 ولا 4 الوثائق اللي غير منشوره تقريبا نهائيا، اما الشيء الاخر اغلبيه منشور. ولكن اللي ترني وصل في الكتاب ديالك هي التعاليق. انا لا اتفق مع كثير من التعاليق صراحه، بكل صراحه. هنالك بعض التعاليق ربما كانت أكثر تشاؤما بالنسبة للماضي. أنا سأتكلم على التعاليق اللي جات على كل دستور، كدير واحد التعليق، كل مشروع كدير واحد التعليق عليه. هذيك التعاليق بعض الأحيان ربما ليست تتجاوب مع المشروع بحد ذاته، خصوصا التعاليق اللي جات ما بعد في الدستور الأول ديال المملكة في 62، ومن بعد تماك بعض التعاليق. بكل صراحة أنا عندي تحفظ عليها، لأن نكونوا واقعيين. المغرب لم يعرف تجربة دستورية تطبيقية، يعني كل ما مر كان مجرد مشاريع. ولكن ملي دستور 62 لم يكن ذاك الدستور الذي فرض كما يدعي البعض. كان صراع بين الأحزاب السياسية حول المشروع. عبد الهادي بوطالب كان له طرح، علال الفاسي كان له طرح، المجموعة من الفاعلين كان، ولكن هذاك الطرح كان ايديولوجي أكثر مع أنه دستوري. أنا قرأت كثير من ما كتب في هذيك الساعة، واستمعت إلى بعض الخطب ديال بعض الزعماء أنها كانت ايديولوجية أكثر، واللي كانت أكثر نقاش آنذاك هو الفصل 19 ديال إمارة المؤمنين، اللي شي تيقول ان الخطيب هو الذي اقترح الفصل، شي تيقول علال الفاسي هو اللي اقترح الفصل. هو الفصل قديم في تاريخ المغرب، إمارة المؤمنين قديمة في تاريخ المغرب، ليست بشيء جديد. إضافة أن بعض الدساتير مرت على مر الكرام. 96 مثلا هذاك الدستور مجموعة من التعديلات اللي كان خصها تناقش فعلا، كان خص كل واحد المقدمة لماذا ذيك التعديلات، ولماذا في هذيك الظرفية التاريخية بالضبط، وما الهدف من التعديلات، وما هي المستجدات التي أضافت إلى الجديد إلى الساحة السياسية المغربية. وفي جميع الأحوال أنا أشكرك على المجهود بكل صراحة، لأن أنا الكتاب ذوزته صفحة صفحة،
وأشكرك شكرا حسن المير مدير المجلة. شكرا جزيلا. Salam alaikum. Ça vous dérange pas de parler en arabe? Ça c'est bon. نشوي غنبعد على الفكره ديال الدستور ولكن votre secteur de recherche c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup وغير باغازار طحت في واحد الكتاب السلطان الشريف اللي هو كتاب ديالك صراحه je vous imaginez pas si jeune que ça حيت كتاب كبير و très minutieux qui décortique l'appareil d'État marocain ou le makhzenien pré-colonial depuis des décennies bien avant les Alaouites. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, j'essaie de lire beaucoup sur ce sujet, mais à chaque fois, je suis de plus en plus déboussolé sur la nature de l'État marocain. Est-ce qu'on est arrivé vraiment à un État moderne? Est-ce qu'on est dans les deux, dans l'État makhzenien et dans l'État moderne? Parce que comme vous savez, on a le Muqaddam et le Cheikh et les élus locaux, le Qaïd et Raïs Mjlis al-Medina, le Wali ou l'Amel, ou ce qui est en parallèle, un chef d'État et un chef de gouvernement. C'est des fois, ما كتعرفش واش les deux appareils se croisent في شي حاجة ولا يعني ma question est directe pour un expert يعني se croisent في شي حاجة ولا ils vont en parallèle chacun بوحدو avec un rapport de force qui les relie et qui est variable souvent. C'est ça ma question. La première question, c'était sur le retard. Le retard parce que, en fait, c'était le texte constitutionnel généralement est le reflet d'un rapport de force. Et entre 1956 et 1962, le rapport de force n'était pas encore clair. Et surtout entre 1956 et 1958. À partir de 1958, le rapport devient de plus en plus clairement en faveur de la monarchie. Et les textes juridiques et constitutionnels commence à le refléter. Le Dahir des libertés, la charte royale de 58, la loi fondamentale de 61 et puis la constitution de 1962. Et politiquement, c'est le limogeage du gouvernement Abdallah Ibrahim et la prise du pouvoir direct par Mohamed V et Moulay Hassan. Et c'est à ce moment-là, Mohamed V depuis 1951, le premier discours où il prononce le terme démocratie et constitution date de 1951. Et depuis 1951, il va tergiverser jusqu'à son décès en 1961. Il ne va pas vouloir octroyer à son cher peuple une constitution parce qu'il considérait que cela diminuait son pouvoir absolu. Tout simplement. Et d'ailleurs, en 1960, il va contourner une nouvelle fois les demandes de création d'une constituante en nommant un conseil de la constitution, Mjlis Dostor, qui va être constitué d'une vingtaine de personnes, moyen d'âge 80 ans, et qui vont passer plusieurs mois à se disputer en ce qui concerne les bons d'essence, les voitures, etc. Pas du tout de questions constitutionnelles. Et l'archive de cette instance se trouve aux archives du Maroc. Et il serait très amusant que quelqu'un les publie pour voir à quoi étaient occupés les membres de ce conseil. Pendant quelques mois. D'ailleurs, il va tomber en désuétude de facto et va être remplacé par une commission de facto menée par Maurice Duverger, qui va être à l'origine de la première constitution. Votre deuxième question. D'un point de vue purement partisan, chacun a son point de vue. D'un point de vue des sciences politiques, le système est clair. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques maintenant
un autoritarisme électoral. C'est-à-dire qu'il y a que le système politique tend à respecter toutes les règles de la démocratie libérale, multipartisme, déclaration de liberté, une certaine marge de liberté d'expression, etc., la tenue d'élections de manière régulière, etc., l'existence d'un gouvernement, de syndicats, tout ce que vous voulez. Toutes les formes de la démocratie libérale existent, mais sauf, et là ça rejoint la question de monsieur, sauf qu'il y a un back-office qui est, lui, informel et qui continue à gérer le pays. Ce n'est pas propre au Maroc, c'est propre de quasiment de tous les États de la région. C'est ce qu'on appelle également en anthropologie politique un système néopatrimonial, c'est-à-dire qui est un système hybride qui s'appuie à la fois sur des institutions, des structures et des relations traditionnelles, la famille, les alliances régionales, corporatistes, etc., pour créer une coalition dirigeante et en même temps pour faire du marketing politique, notamment auprès d'un certain nombre de partenaires étrangers, en mettant en place des institutions de type moderne. Voilà. Et ça, on l'appelle soit autoritarisme électoral, soit système néopatrimonial, soit, comme l'appelle un historien marocain qui s'appelle Mohamed Ben Mlih, un état sédimental. C'est-à-dire il est constitué d'un double sédiment, le sédiment traditionnel, l'état marzanien, et le sédiment moderne, c'est-à-dire l'état d'origine européenne. Parce qu'ils nous ont demandé de terminer, je vais peut-être apporter quelques, pas des éclaircissements, ça a été vraiment éclairci, quelques rajouts. Quand on demande aux personnes comment on peut qualifier le régime politique marocain, certains vous disent, comme Abdallah Saif, il vous dit en 2011 c'est la sortie du despotisme. D'autres vous disent c'est le changement dans la continuité. Ça dépend ce que vous allez voir, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais comme vient de le dire tout à l'heure le professeur Moulin, si vous regardez le principe de non-discrimination, si vous regardez le nouveau code de la famille, si vous regardez l'instance équité et réconciliation, vous dites que le Maroc est dans des accents importants de modernité et il est en voie de parlementarisation. Mais après, quand vous allez voir d'autres mécanismes, vous dites que c'est à la fois des accents de modernité et à la fois des résistances qu'on peut appeler des résistances marzéniennes. Tout à l'heure, quelqu'un a dit pour le roi commandeur des croyants, est-ce que c'est El-Fassi qui l'a mis dans la Constitution? C'était vous? Alors on dit en général que la commanderie des croyants est du ressort, elle a été inspirée par El-Fassi, et que représentant suprême de la nation, c'était par Khatib. Et pour terminer, tout à l'heure vous avez parlé de souveraineté, évidemment en sciences politiques et en droit c'est pas la même chose. En droit, la souveraineté n'appartient pas au roi, elle appartient à la nation. Il faut que ce soit bien imprégné dans nos têtes, c'est l'Oumma, c'est la nation, c'est le peuple marocain qui est détenteur de cette souveraineté. Il l'exprime directement par les parlementaires et indirectement par le référendum. Je vous remercie et puis à très bientôt, Inch'Allah.